Ok. Alors, bonjour Jean-Marc. Bonjour, Ah, Alexandre. merci. On a 1 heure pour parler de ton métier de paysagiste. Euh, Est-ce que on pourrait commencer, est-ce que déjà tu pourrais commencer par nous expliquer ce que c'est en 2 mots? Donc, qu'est-ce que tu es amené à faire en tant que paysagiste? Alors, déjà, on va essayer d'éclaircir une confusion qui est souvent faite entre, on va dire, les paysagistes qui sont jardiniers et les paysagistes qui sont concepteurs. Je suis paysagiste concepteur. C'est un titre qui est assez nouveau en France, puisqu'il a moins d'1 an maintenant. Et avant, on était, on va dire, paysagiste DPLG, diplômé par le gouvernement, comme il y a des architectes DPLG diplômés par le gouvernement. Le métier de paysagiste s'apparente à celui de l'architecte, à ceci près que on s'intéresse, on va dire, davantage au vivant. On transforme davantage les choses qu'on ne les construit. Donc ça, c'est une notion importante, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Et ça a quelque chose de comment dire, de partager avec le métier d'architecture, puisque dans l'acte de construire, donc l'architecte et le paysagiste sont des gens qui construisent. Alors je reviendrai sur ce que c'est que le paysage un peu plus tard. Mais donc l'architecte et le paysagiste sont des gens qui construisent des projets, donc ils les dessinent, ils les conçoivent. Mhm. Et dans l'acte de la construction, en fait, il y a deux grandes professions aujourd'hui, on va dire, pour être un peu caricatural. Il y a celle qui passe par le dessin et celle qui passe par le calcul. Les deux sont nécessaires. Donc, celles qui passent par le calcul sont les ingénieurs, hein, donc des ingénieurs structures, des ingénieurs aérauliques, des ingénieurs bâtiments, des ingénieurs voirie, réseaux divers, etc., etc. Donc ça, c'est ceux qui passent par le calcul, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas du talent, hein. Et puis, il y a ceux qui passent par le dessin, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de faire en sorte que les choses soient harmonieuses, on va dire du point de vue de l'usage et du point de vue de l'aspect. Les paysagistes et les architectes font évidemment partie de ces deux professions-là. Dans l'absolu, si les métiers de l'architecture étaient structurés comme les métiers de l'ingénierie, on aurait une formation commune, architecte, paysagiste, designer, etc., qui durerait 2 ans, comme pour les ingénieurs, qui, eux, ensuite passent des concours et selon leur mérite et selon leur centre d'intérêt, après avoir partagé 2 années, on va dire, de tronc commun, se spécialisent en fait dans un certain nombre de domaines. C'est malheureusement pas le cas en paysage, en architecture, en design, où tous ces métiers-là sont dans des formations qui sont scindées et qui se font d'une certaine façon en concurrence. Enfin bon, c'est pas très grave pour les paysagistes parce qu'on a plutôt tendance à pas trop mal tirer notre épingle du jeu. Mhm. Donc un petit mot quand même sur ce que c'est que le paysage. Le paysage, c'est en fait le lieu de vie de l'homme. Et c'est le résultat d'actions de l'homme sur son territoire pour le rendre plus habitable depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que si je vous parachute aujourd'hui que ce soit à Lille, à Québec, à Vancouver ou au milieu de la mer, vous avez assez peu de chances en fait de survivre. Tous les territoires aujourd'hui qui sont, enfin, si je vous parachute dans ces territoires-là il y a 5000 ans, vous avez assez peu de chances de survivre. Tous ces territoires-là aujourd'hui ont été aménagés pour qu'on soit mieux abrité, mieux protégé, que ce soit plus fertile, que ce soit plus amène, etc. Et tout ça, ça a été fait en fait par des générations qui travaillaient ensemble, qui ne savaient pas qu'ils travaillaient ensemble, ils se parlaient tout le temps, il y avait des gens partout dans les champs. Pour maintenir son environnement, on va dire de façon, pour l'améliorer et pour le maintenir, pour qu'il soit accueillant, on travaillait en permanence et on travaillait avec douceur. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le paysage vernaculaire. Et puis, il y a une époque où il y a une espèce de basculement, où, en particulier lié aux énergies gratuites, qui fait qu'on a pu démultiplier nos efforts. Et à partir de ce moment-là, on a pu commencer à, on va dire, arrêter un peu de réfléchir ensemble. On a pu être plus individualiste. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, ce qu'on aime dans les paysages, c'est
on va dire, l'intelligence collective qui a été mise en œuvre pour transformer les paysages, les aménager et les rendre agréables. Et ce qui aujourd'hui rend nécessaire qu'il y ait des paysagistes qui s'occupent de ce sujet-là, c'est la bêtise individuelle qui a tendance à démolir en fait ce qu'a construit l'intelligence collective. Donc le métier de paysagiste ne consiste pas à être réactionnaire et à essayer on va dire, de conserver ces choses-là, mais plutôt de les accompagner dans leur transformation. C'est-à-dire qu'on est bien conscient aujourd'hui que les paysages se transforment, que si on ne met pas un peu de fluide, de lien social et de savoir-faire dans la transformation des paysages, ben on arrive effectivement à des paysages qui se dégradent, qui deviennent de fait moins accueillants, moins fertiles, moins productifs, moins socialement habitables. Donc le métier de paysagiste, ça consiste en fait à s'occuper de ces choses-là. Et c'est un métier qui a émergé, pour parler de l'Europe par exemple, à peu près partout en Europe au même moment, dans les années 60, au moment où on s'apercevait que les paysages évoluaient vite, sous des contraintes fortes, que les tracteurs envahissaient les champs, que les ascenseurs envahissaient les villes avec des bâtiments qui poussaient en hauteur, que les voitures envahissaient tout, que l'étalement urbain, c'est-à-dire les constructions de maisons au fin fond du territoire, était rendu possible du fait de l'énergie, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait se déplacer facilement, donc habiter loin de son travail. On pouvait avoir de l'électricité qui permettait de se passer, d'aller faire les courses tous les jours en ayant un frigo, de pouvoir faire la lessive chez soi. Tout ça, c'est quand même des choses qui sont assez récentes, hein. Évidemment, les jeunes qui nous écoutent, je ne suis pas sûr qu'ils le sachent, mais tout ça, c'est fait dans les années 60, 70. Il y a l'arrivée de l'eau potable qui permet effectivement de faire en sorte qu'on ait de l'eau dans le robinet. Ce n'est pas du tout naturel, hein, contrairement à ce qu'on croit. Et puis, il y a l'arrivée de la télé, puis ensuite d'Internet, etc., qui permet d'avoir tout chez soi. Donc, en fait, l'individualisme est rendu possible à partir des années 60. Et donc, à ce moment-là, des nouveaux phénomènes d'habitat se développent, d'industrialisation également. Et donc, on se dit, enfin, socialement, les politiques se disent il faut qu'on ait des professions qui soient en capacité de s'occuper de ces choses-là. Ça va être la profession de paysagiste. Alors, la profession de paysagiste, elle va être colorée de différentes façons selon là où elle est née. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, dans les pays, en Angleterre, par exemple, ça s'est créé. Enfin, à chaque fois, la profession de paysagiste, à la fin des années 60, au début des années 70 en Europe, s'est créée dans chaque pays en étant connotée du milieu fertile qu'il a accueilli et qui lui a permis de naître. Donc, par exemple, en Angleterre, ça a été créé dans des universités de sociologie, et donc ils ont beaucoup travaillé sur la question de la concertation. En Italie, ça a été créé dans des universités d'urbanisme. Donc, ils ont beaucoup travaillé sur la question de la programmation, sachant qu'en Italie, la programmation, on sait assez vite que ça a des limites. En Espagne, où c'est plutôt un savoir-faire de design, d'architecte, ça s'est fait dans les écoles d'architecture. Dans les pays du Nord, où on avait une tradition de planification d'aménagement, ça s'est fait plutôt dans les écoles d'ingénieurs de l'aménagement. En Allemagne, plutôt dans des écoles d'ingénieurs de voirie. Et en France, ça s'est fait dans une école de jardiniers, qui était l'École nationale supérieure d'horticulture. Et donc, c'est ce qui a donné... Voilà, et c'est ce qui a donné de fait naissance à une profession qui est très particulière en France et qui a été très vite, on va dire, opératoire. C'est-à-dire qu'elle a pu très vite faire démonstration, mais plutôt, on va dire, dans des milieux urbains, donc des aménagements de places, de jardins, de squares, etc. Puis petit à petit, par excès de compétences, les paysagistes ont été amenés, alors quand je dis par excès de compétences, ce n'est pas par destination, on n'a pas été parachuté en fait, par en haut dans la société, on est plutôt arrivé par en bas. Et puis, petit à petit, on a fait démonstration de notre savoir-faire. Alors, ce savoir-faire, c'est un savoir-faire avant tout, pour ce qui est des paysagistes français, mais aussi aujourd'hui pour les paysagistes européens, c'est arriver à faire en sorte que l'homme, on va dire, habite mieux la nature. C'est vraiment la grande, on va dire, le grand schème qui pourrait coiffer finalement la question du paysage et du paysagiste. Donc le paysagiste, c'est celui qui doit
œuvrer pour faire en sorte qu'on n'ait pas d'un côté des naturalistes, des écologues qui nous disent la nature, il ne faut pas y toucher, on laisse le sauvage d'un côté, donc on n'a plus le droit d'habiter dedans, et de l'autre côté, les architectes qui nous disent bon, il n'y a pas besoin d'arbres devant mon bâtiment parce qu'il faut qu'on voit la façade. Donc voilà, donc nous, paysagistes, on est amenés à travailler en fait sur ces choses-là. Et on est aussi amené à travailler aujourd'hui sur, on va dire, la relation qu'a la ville à la campagne d'une manière générale et aussi sur le fonctionnement de la campagne. Donc ça c'est un peu nouveau pour les Français, mais c'est tout à fait naturel. En fait, par exemple, dans les pays anglo-saxons, dans les pays du Nord, où les terres sont rares, elles étaient donc précieuses, les terres agricoles. Donc, on n'a pas fait trop d'étalement urbain. En France, on a la chance d'avoir un pays très généreux, très grand, où il y a beaucoup de place, et donc on a fait beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, on est en train de revenir sur ces choses-là. Donc, les paysagistes sont aussi à l'œuvre sur ces sujets-là. Alors, donc, du coup, il y a plusieurs métiers de paysagistes. J'anticipe tes questions, je suis désolé. Ah, c'est très bien. Je pense que c'est ça. Donc, il y a donc moi, par exemple, j'en fais 3 métiers. Je suis formateur, donc je suis enseignant. J'ai enseigné à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles pendant 30 ans. Aujourd'hui, j'enseigne en école d'architecture pour sensibiliser les architectes, les futurs architectes qui sont beaucoup plus sensibles que les générations précédentes à la question du vivant, de la nature, de la collecte des eaux pluviales, de l'orientation des bâtiments, du vent, on parle beaucoup aujourd'hui d'îlots de chaleur, on parle aussi de trame verte, de trame bleue, etc. Donc, tous ces sujets-là. Donc, les continuités du vivant, le jeu avec le vivant d'une manière générale dès l'habitat. J'ai un deuxième métier qui est le métier principal, qui est que j'ai une agence avec une dizaine de collaborateurs et on travaille sur des projets de différentes natures et de différentes ampleurs. Donc, il y a un site qu'on peut aller consulter, hein, comme n'importe quelle structure à son site aujourd'hui, avec un certain nombre de projets en exemple. Bon, j'ai eu quelques récompenses et distinctions à travers mon travail, parce que je considère, et je vais y revenir, que notre métier doit être celui de l'exemplarité. Et puis, j'ai un troisième métier qui est celui de conseil auprès des services de l'État et des services territoriaux, donc les maîtres d'ouvrage. Donc, c'est ceux qui commandent, en fait, les études et les aménagements, donc c'est les politiques et leurs services techniques. Et donc, depuis une trentaine d'années, je suis à la fois dans ces 3 métiers et je suis donc aussi conseil. Donc, ça veut dire quoi être conseil d'une collectivité? C'est par exemple se poser la question de savoir comment on arrête la déprise agricole, comment on trouve des nouvelles implantations agricoles aux portes des villes, comment au sein de la ville elle-même, on va pouvoir un peu reverdir la ville et la rendre un peu plus amène, comment on travaille tous ces sujets-là en concertation avec la population, puisque aujourd'hui, rien ne se fait sans concertation. Alors, on n'est pas obligé de faire comme à Paris, ce que moi j'appelle la démagogie participative, c'est-à-dire faire croire aux habitants qu'ils co-construisent, alors qu'en fait, en gros, ils font à peu près rien. On peut faire de la vraie concertation, on travaille avec des vrais spécialistes de ces métiers-là, sur tous les projets aujourd'hui. Donc en fait, ça amène à travailler sur ces sujets-là. Les paysagistes ont aussi une particularité, contrairement aux architectes, par exemple, c'est qu'on travaille toujours sur des lieux en usage, c'est-à-dire qu'on est dans la transformation, on n'est pas dans la création. Ce qui ne veut pas dire que... Jamais de lieu de zéro. Voilà, Toujours. on est toujours sur un lieu qui a une histoire, qui a des tracés, qui a des usages, voilà. Et donc, qui a un vécu aussi. Donc ça, c'est très important de comprendre le vécu qu'y mettent les gens. Hein. Les gens, on projette beaucoup d'émotions en fait sur le paysage. Le paysage, c'est pas ce qui est perçu pour nous. Hein. C'est bien quelque chose de réel, mais sauf que les gens se l'approprient par le perçu, donc par le regard, par les odeurs, par le vécu, par les relations sociales qu'on peut avoir, par le fait d'avoir un banc sous un arbre à l'ombre avec un petit vent frais qui vous ramène un peu de fraîcheur, etc. Donc en fait, on travaille beaucoup avec ces notions-là. Donc on travaille en fait sur la transformation et on travaille toujours sur des lieux en usage. Donc on travaille avec les gens, de fait. C'est pas Pardon, très
Des gens. Et ce n'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas qu'avec des clients, on travaille avec des gens qui sont dans les projets et avec lesquels il faut arriver à faire en sorte qu'ils acceptent, voire même qu'ils portent la transformation. Et on a une autre particularité également, c'est qu'un projet qui n'est pas accepté, comme on travaille avec la nature, soit on manipule mal la nature et auquel cas la nature va un peu trahir nos intentions puisqu'elle va vivre sa vie sans forcément pas forcément dans le sens qu'on l'avait voulu. Donc il faut avoir une bonne connaissance du vivant. Mais aussi, il faut que les aménagements qu'on livre soient les aménagements des gestionnaires. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne leur propriété. Si vous faites un jardin privé, si vous dessinez un jardin privé et que vous faites tout à l'encontre de ce que vous dit le propriétaire, qui vous dit qu'il n'a pas l'intention de jardiner ou qu'il veut absolument avoir une pelouse tondue, et que vous prévoyez d'avoir une prairie ou autre, bah forcément, ça ne va pas durer bien longtemps, votre projet, parce que lui va le refaire à sa main assez rapidement. Donc, ça veut dire qu'on est obligé, par ce biais-là, d'être à l'écoute, en fait, beaucoup, et des territoires, de la vie des territoires et des gens qui y vivent. Voilà. Donc, peut-être que je peux parler un peu plus du coup de la formation des paysagistes. Ouais, ce que je vais te demander, comment est-ce qu'on devient paysagiste? Par quoi ça passe? Oui, enfin, tu as déjà commencé à le dire, mais oui, je veux bien que tu... Alors, donc, les paysagistes sont des gens qui ont une formation de bac+5 ou bac+6. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire licence master ou post-master. Et donc, il y a pas de formation en France, en tout cas, de formation unique. C'est-à-dire qu'il y a un concours, alors ça c'est assez intéressant, il y a un concours qui se fait à bac+2 qui permet de rentrer à l'école du paysage ou dans les écoles d'archi qui ont une filière paysage. Donc, il y a une école d'architecture à Lille et une autre à Bordeaux, qui ont donc une filière paysage. Donc, et là, on peut rentrer donc, du coup à bac+3. Sur Donc, prépa? Un truc comme ça ou... voilà, non, pas sur prépa. Il faut avoir un diplôme, Ouais. quel que soit le diplôme, parce qu'en fait, ça, c'était un choix de la formation historique. Alors oui, j'ai raté un passage. La formation historique, c'était celle de l'École du paysage de Versailles, où le métier de paysagiste a été créé. Et le choix pédagogique, au départ, c'était de dire on prend des élèves à qui ont un diplôme à bac+2 et qu'on va amener à bac+6, donc on va former pendant 4 ans. Et puis, le choix également, c'était de dire on veut des profils le plus variés possible à l'entrée de l'école pour justement, on va dire, travailler sur le ferment qu'il peut y avoir entre les différentes préformations. Donc, il y avait des gens qui avaient fait 2 ans d'archi, d'autres qui avaient fait 2 ans de brevet de technicien supérieur horticole, d'autres qui avaient fait 2 ans d'études de géographie à l'université, d'études de lettres, des gens qui avaient même parfois 2 ans de prépa ou de formation mathématique qui s'apercevaient qu'ils étaient mal orientés. Et donc, le concours était volontairement très ouvert. Donc, ça, c'est resté. Et donc, du coup, les formations qui se sont greffées en archi, donc à Lille et à Bordeaux, donc on fait un concours commun avec Versailles, qui est un concours volontairement très ouvert, mais qui est de fait aujourd'hui plutôt, on va dire, les formations préalables sont devenues quand même un peu prééminentes dans le recrutement. C'est-à-dire qu'on est plutôt soit avec 2 ans de formation d'architecture, soit 2 ans de formation en technique de horticole ou dans le vivant, mais assez peu de formations qui viennent d'ailleurs. Donc ensuite, la formation durait 6 ans, elle a été ramenée à 5 ans avec la réforme de l'enseignement supérieur, donc licence master. Donc on fait une 3e année de licence dans ces écoles-là, puis 2 années de master. Et puis il y a une autre formation qui est un petit peu, comment dire, qui est née en fait d'une espèce de hold-up, mais qui est une très bonne formation, qui est l'école de la nature et du paysage de Blois,
qui a été rattaché à une école d'ingénieurs. Donc, ça forme des ingénieurs en paysage, mais en réalité, c'est des paysagistes qui ont le titre aujourd'hui d'ailleurs de paysagiste concepteur et qui sont, eux, recrutés juste après le bac sur dossier et qui vont être formés pendant 5 ans également voilà, dans une école qui est située à Blois et qui est une très bonne école de pratique. Voilà, ça c'est pour le schéma général des formations de paysagistes. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on n'est pas paysagiste concepteur qu'on n'a pas le droit de s'intéresser au paysage. Donc après, il y a des formations de sensibilisation au paysage, etc. Mais somme toute assez peu de formations où la question, on va dire, du dessin, de la représentation, de la sensibilité est centrale dans la production. C'est-à-dire que nous, certes, on a l'habitude, on va dire, de formuler les choses, de les verbaliser, mais dans nos métiers, on passe énormément par la question du dessin, de l'appropriation par le dessin, que ce soit… Alors, il y a un peu 3 moments de dessin quand on est paysagiste. Oui. Il y a un premier moment où on s'approprie le site, donc par un travail soit de cartographie, soit de dessin sensible. Voilà, mais donc c'est vraiment un travail de dessin. Le fait de faire de la cartographie et du dessin sensible n'est pas contradictoire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait l'un qu'on ne fait pas l'autre. Hein. En général, on fait bien les deux. Et puis, il y a un deuxième moment où on va commencer à tester une transformation du site. Donc, le premier moment de dessin, c'est pour comprendre le site. Le deuxième, c'est pour tester les transformations, vers quoi on va. Donc, souvent, évidemment, on nous appelle parce qu'on a une idée de projet. Alors, ça peut être construire un nouveau quartier, ça peut être transformer une friche en parc, ça peut être réaménager une avenue. Voilà. Donc là, on va commencer à tester par le dessin la capacité du site qu'on s'est approprié par la phase précédente. Et puis, il y a une troisième étape qui est, on va dire, l'anticipation de la construction, c'est-à-dire qu'on est des métiers, on ne fait pas directement. Si les paysagistes devaient faire tout le paysage, déjà, je ne suis pas sûr que ça se verrait tellement mieux, mais en tout cas, on n'y arriverait pas, puisque le paysage, il se fait largement sans nous. Donc, le troisième moment, ça consiste à anticiper la construction, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on mette en scène ensuite dans nos projets les savoir-faire qui vont permettre de transformer le réel, donc le maçon, le grutier, le planteur, le pépiniériste, etc., mais aussi, pourquoi pas, l'agriculteur qui va transformer le territoire en changeant ses pratiques agricoles parce qu'on lui aura montré par le dessin comment il peut transformer les choses également. Donc voilà, tout ça, ça m'amène ensuite au volet suivant, c'est que d'une certaine façon, le paysage est un art social au départ, c'est-à-dire que c'est l'art de rendre habitable le territoire. Et un art dont personne a, on va dire, complètement conscience. C'est une société qui produit son écoumène, donc son environnement, qui adapte son environnement, donc ça s'appelle un écoumène, et qui va donc du coup, sans trop le savoir, fabriquer un paysage particulier. Et puis, justement, les phénomènes des années 60, l'énergie gratuite, etc., va transformer fortement ces écoumènes de fait de pressions qui sont vécues comme venant de l'extérieur, mais en fait, c'est souvent les gens de l'intérieur qui ont transformé leur territoire. Et du coup, on n'a pas prise en fait sur la totalité du paysage et on n'est pas les gens, enfin, les paysagistes ne sont pas les gens qui disent la bonne parole pour dire Alain, toi tu as le droit de faire ça et l'autre, toi tu n'as pas le droit de le faire. En fait, le paysage il est produit par tout le monde. Et d'ailleurs, un petit mot en parallèle sur l'utilisation du mot paysage aujourd'hui. Par exemple, on parle de paysage audiovisuel. Le paysage audiovisuel, c'est le paysage qui est produit par les productions qu'on nous projette à la télé. Et ces productions, elles sont liées à notre consommation d'images qui, elle, est mesurée par médiamétrie. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est parce qu'on veut de la télé-réalité qu'on nous donne de la télé-réalité.
Et ça permet accessoirement de vendre à côté de la publicité et donc de financer. Voilà. Et toute la production audiovisuelle aujourd'hui est orientée pour pouvoir se transformer très vite sur des demandes nouvelles. Et donc, en fait, quand on parle de paysage audiovisuel, c'est à la fois cette transformation dont on parle, mais c'est aussi le fait que quand on prend un peu de recul et qu'on regarde ce que souhaite notre société comme production audiovisuelle, eh ben, on voit une image sociale. C'est l'image que souhaite la société de ce qu'elle veut voir à la télé. Et quand on parle de paysage politique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous souhaitez plus de messages sécuritaires, c'est mesuré par les sondages. Donc, vous êtes populaire parce que vous vendez de la sécurité, pas forcément parce que vous la produisez. Et du coup, les discours vont s'orienter du fait des sondages. Et donc, à la fin, on va avoir une image du désir social du point de vue politique. Et ce désir social, ben, ça s'appelle le paysage politique, c'est-à-dire que c'est l'image de l'environnement que souhaite la société en termes politiques. J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est finalement on a un effet amplificateur de la demande par rapport au fait qu'on est capable de la mesurer et que du coup on va lui rendre peut-être plus fort que ce qui. Tout à fait, c'est exactement comme ça qu'on a fait l'étalement urbain, c'est-à-dire que chaque Français ou chaque individu souhaite avoir sa petite maison au milieu des champs dans un lotissement. Et ben donc du coup, on va faire des lotissements qui vont d'ailleurs pour certains rester vides, c'est-à-dire qu'on va amplifier la demande et on va accélérer la surconsommation des biens. On reviendra tout à l'heure aux enjeux de demain. Et donc, du coup, ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est de mieux comprendre le fait que quand on parle de paysage, on parle de l'image d'un champ social pour une société. Et dès qu'un champ social se met à évoluer, d'ailleurs, on voit surgir le mot paysage pour connoter ce champ. C'est-à-dire que les médias commencent à évoluer du fait d'Internet, etc. On parle de paysage médiatique qui évolue. Les institutions sont un peu fatiguées, on sait qu'elles vont évoluer. Voilà, on parle d'un seul coup de paysage institutionnel. Voilà, donc en fait, le mot paysage vient connoter des champs sociaux qui sont en évolution et donc qui parlent aussi de l'image de la société en évolution elle-même. Bon, et si on revient maintenant au paysage concret, du coup, je parlais d'un art social, c'est-à-dire que les sociétés ont travaillé des paysages qui sont des véritables œuvres d'art. Hein. En fait, je sais pas, quand on regarde le Mont-Saint-Michel, quand on regarde les paysages de bocage-breton, quand on regarde le paysage des Landes, qui est complètement artificiel avec ses pins, etc. C'est un paysage très fort, très puissant. Voilà, il y a plein de villages de montagnes magnifiques, en pierre, construits sur des millénaires. Ça, c'est le produit, on va dire, d'un art social que les gens n'avaient pas conscience, en fait, de faire. Et aujourd'hui, la question qui est posée aux paysagistes, c'est de faire démonstration sur des nouvelles voies. C'est-à-dire que notre métier ne consiste pas à reproduire le Mont-Saint-Michel, d'accord ? On n'y arrivera pas. Ça ne consiste pas à reproduire un village de montagne, ni même nécessairement à le restaurer, mais à se poser la question de savoir comment, sur un sujet où le paysage se transforme, on peut ouvrir des voies à la transformation qui sont des voies vertueuses. Donc, en cela, on est des artistes, c'est-à-dire qu'un artiste n'a pas à produire la totalité, les peintres n'ont pas à produire la totalité de la peinture, d'accord ? Un peintre va essayer de faire démonstration et d'être exemplaire dans son champ, et c'est pour ça qu'on va le reconnaître. Et donc, en fait, du coup, notre métier, mais pour les architectes, c'est à peu près pareil. Notre métier, comme je suis des architectes, ça consiste à faire démonstration, à ouvrir des voies nouvelles, et à être toujours dans l'expérimentation et dans l'exemplarité. Donc, en fait, si on veut être dans un métier qui est dans la répétition, je pense qu'il vaut mieux être soit jardinier, soit fonctionnaire, mais en tout cas pas paysagiste. Voilà, c'est un métier où on apprend tout le temps, on est tout le temps mobile, on est tout le temps dans la transformation, on est tout le temps dans l'évolution, les phénomènes évoluent eux-mêmes, donc on les accompagne, on essaie de les anticiper, on essaie et à chaque fois donc voilà, de faire démonstration dans ces champs-là. Du coup, dans les enjeux de demain en matière de paysage, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, les paysagistes interviennent, on va dire, en amont des projets, auprès des collectivités, de plus en plus autour des transformations agricoles.
puisque de plus en plus, les agriculteurs eux-mêmes sont demandeurs effectivement d'avoir une assistance pour revoir leurs structures agricoles qui ont été souvent soit malmenées par eux-mêmes, soit par leurs parents, en tout cas par la mécanisation. Et puis, il va y avoir aussi des phénomènes qui vont arriver très très vite, hein. Ça va être ce qu'on appelle la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire l'idée de dire que demain, des territoires qui ont été transformés, artificialisés, devront être, et qui sont aujourd'hui en friche, devront être transformés, soit renaturés, soit construits. Mais en tout cas, les terrains qui sont naturels, eux, ne pourront plus être artificialisés. C'est-à-dire que les terrains qui sont aux confins des villes, au bord des champs, au bord des villes, ben, ça ne sera plus des lotissements. Et donc ça va changer fondamentalement les choses parce que en France, on a eu le Conseil national de la résistance qui avait fait un programme politique qui était assez exceptionnel, sur lequel on vit encore, qui a créé EDF, GDF, la sécurité sociale, la retraite, etc. Et qui a dans ce cadre-là, consulté deux professions qui ont refusé de rentrer dans le système de la retraite solidaire. C'est les agriculteurs et les commerçants. Alors les commerçants, parce qu'ils disaient, moi de toute façon j'ai un fonds de commerce, donc mon gars, moi ma retraite, quand j'arriverai à la retraite, mon fonds de commerce, je leur demanderai et ça ira bien. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça pour eux, donc aujourd'hui ils pleurent. Et puis il y avait les agriculteurs qui, eux, étaient pareils. C'est-à-dire que moi, j'ai une ferme. Hein, le jour où je pars à la retraite, je vends ma ferme et puis ça ira bien pour moi. Donc les agriculteurs, du coup, eux, la meilleure façon qu'ils avaient de financer leur retraite, c'était de vendre des terres et si possible le plus cher possible. Donc par exemple des champs agricoles en terres constructibles. D'où ce qui a accéléré le phénomène de l'étalement urbain en France, où du coup, aux confins de tous les petits villages, dont souvent d'ailleurs les maires étaient agriculteurs, et ben, ils avaient tendance effectivement à permettre de construire un petit lotissement, ce qui accessoirement permettait de maintenir l'école ou la classe, parce qu'il y avait des jeunes couples qui arrivaient avec des enfants dans le village, et puis qui accessoirement permettait à son copain Robert, agriculteur, de toucher des sous pour se payer sa retraite. Donc, cette espèce de phénomène qui s'auto-alimentait est en train de se tarir pour deux raisons. C'est qu'on s'aperçoit que l'étalement urbain, il va falloir qu'on arrête un peu, et que les gens qu'on a mis dans ces lotissements sont des gens qui sont souvent dans des situations finalement assez précaires d'un point de vue énergétique. C'est très certainement, on va dire, la population principale des gilets jaunes en France. Et du coup, on va vers ce qu'on pourrait appeler donc, ce qu'on appelle la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on n'ira plus construire des lotissements derrière les lotissements. Donc, on n'ira plus construire aux confins des villes des choses toujours moins belles, toujours moins denses, toujours avec des gens plus pauvres dedans. Et donc, ce phénomène-là va amener à devoir repenser la façon dont on pense la ville, mais aussi la façon dont on pense l'agriculture. Donc, je fais un petit parallèle entre ce qui se passe finalement dans les confins urbains au bord de la mer. Dans les confins urbains au bord de la mer, ça s'appelle des fronts de mer. Vous avez les plus beaux fronts bâtis, parce que les horizons sont pérennes. Vous avez des plages qui se sont développées, ou des côtes, ou des promenades qui se sont développées au pied des bâtiments, qui sont des espaces de sociabilisation, des espaces de convivialité, des espaces de loisirs. Et en fait, ce qui va se passer à partir du moment où on va arrêter d'imaginer qu'on va construire toujours plus loin, toujours plus moche derrière la ville, la ville va se mettre à regarder ses champs de façon un peu différente, en considérant que les horizons sont désormais pérennes. Donc les gens les derniers qui ont construit, vont avoir la chance de pouvoir arrêter de se masquer la campagne et de la regarder comme quelque chose d'intéressant. Et de l'autre côté, les agriculteurs vont arrêter de dormir sur leurs champs qui sont au bord des villes, en se disant que finalement, un jour, on va leur racheter fort cher pour construire des choses fort moches. Et donc, ils vont se poser la question de savoir comment ils peuvent valoriser ce rapport à la ville, cette proximité.
Donc, nécessairement, il va se passer des choses sur ces franges qui vont être exemplaires. Il va se passer plein de choses très intéressantes. Et donc là, on va retisser, on va dire, à travers cette espèce de chose qui, pour l'instant, n'est pas vécue comme étant vertueuse, mais qui va nécessairement l'être, des rapports entre la ville et sa campagne, comme il existait au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, quand les villes étaient, on va dire, naturellement délimitées. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des promenades qui vont se faire, que les agriculteurs vont peut-être créer des espaces de cueillette ou des endroits où on pourra venir jardiner ou des endroits où on pourra venir faire la fête, ou, etc. Donc, nécessairement, il va se passer aux confins des villes au bord de la terre l'équivalent de ce qui se passe aux confins des villes au bord de la mer. D'un côté, on aura des fronts de mer et de l'autre côté, moi j'appelle ça des fronts de terre. Donc il va se constituer des lieux là qui vont être très très intéressants. Donc on travaille déjà sur un certain nombre de ces sujets-là, hein. Donc ça fait partie des sujets d'avenir. Et dans les sujets d'avenir aussi pour les paysagistes, il y a certes la question du travail de l'urbain, mais il va y avoir de plus en plus la question du travail du monde rural et du monde agricole. Donc ça va être aussi des sujets de demain. Ce qui veut dire que la profession de paysagiste, qui est une profession qui est en mutation depuis que moi je la pratique, et je suis dans les premiers, on va dire, qui ont eu la chance de rentrer dans ce métier au moment où il naissait. Bon, moi, donc, il y a une génération qui a été plus dorée que la mienne, on va dire, parce qu'ils ont vraiment profité, en fait, ils sont arrivés avant nous, et donc ils ont vraiment profité du boom qu'ont eu les paysagistes. Mais peu importe, ce n'est pas la question. La question, c'est que notre métier se transforme en permanence. Moi, j'ai commencé à dessiner sur des calques, à la main, avec des choses qui s'appelaient des rotrings. Plus personne ne sait ce que c'est. Voilà. Et puis aujourd'hui, on fait tout sur ordinateur, mais il y a aussi des paysagistes, des jeunes paysagistes, par exemple, qui ont décidé non pas de jeter les ordinateurs, mais de faire des choses en direct avec des gens, donc dans des collectifs, dans des villes, etc. Donc aujourd'hui, il y a une pratique, on va dire, du projet de paysage, c'est-à-dire de la transformation du paysage à différentes échelles, qui est en train, on va dire, d'évoluer très fortement. Et donc, finalement, le métier de paysagiste n'est pas seulement un métier qui consiste à sortir d'une école, travailler dans une agence derrière des ordinateurs et aller à des réunions et puis visiter des terrains. Et donc, pour mon cas, de faire beaucoup de réunions avec les habitants, etc., mais aussi des professions qui ont des voies nouvelles, qui sont aujourd'hui pas encore complètement explorées. Donc, c'est un métier qui va se réinventer encore pendant les 20 à 30 ans qui viennent, et notamment autour des enjeux, évidemment, de la question de la biodiversité, parce qu'on est au centre de la question des... Oui, puis de l'effondrement de la biodiversité. On ne peut pas parler d'effondrement, mais on va dire de l'érosion. On parle d'érosion de la biodiversité. On n'est pas encore à l'effondrement. Mais c'est quelque chose dont on a pris conscience récemment. Alors, pas nous, paysagers, parce que ça, nous, on le voit depuis longtemps. Mais ça pose, par exemple, la question de la façon dont on a pris l'urbanisme ou dont on prend l'écologie aujourd'hui. C'est-à-dire que on a pris longtemps l'urbanisme en se disant « Ouh là là, on fait des choses pas jolies » dans les années 70, donc on a créé des règlements, et on s'est aperçu que finalement l'urbanisme réglementaire, ça ne produisait pas de la qualité, ça faisait que de l'interdit. Donc on peut faire des plans locaux d'urbanisme, on peut faire des règlements de toutes sortes. S'il n'y a pas un peu de talent pour dessiner les choses, ça ne produit pas de la beauté au sens... un beau paysage, c'est avant tout un bon paysage. C'est un paysage dans lequel on est bien. Bien sûr. Là, je Et, comprends. et donc, du coup, l'urbanisme, on s'est aperçu que finalement, il fallait quand même qu'on ait des urbanistes de projet pour faire en sorte qu'on fasse vivre le réglementaire et qu'on le transforme dans des choses vertueuses. Voire même depuis le projet, on revoit la question du règlement. Et aujourd'hui, il y a exactement la même chose par rapport à l'écologie. Pour préserver la nature, on a des règlements qui sortent de toutes sortes, de toutes parts, pour préserver la nature. Et puis, si on regarde, en fait, ça ne fait rien de vertueux. On fait juste qu'interdire d'intervenir dans des endroits où, finalement, on laisse se développer des chats et des rats en pleine ville, plutôt que de faire des vrais milieux, on va dire, dans lesquels l'homme pourrait avoir sa place, et la nature également, et de façon vraiment très épanouie.
Donc, du coup, Pour poser une question, toi, tu ne crois pas à l'idée de laisser des espaces naturels sans intervention humaine comme une solution à la si, biodiversité? Si. si, je crois, mais en fait, l'Amazonie, par exemple, on croit que ça n'a pas été transformé par l'homme. L'Amazonie a été euh, très transformée par les peuples premiers, contrairement à ce qu'on croit. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont transformé dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'ils travaillent aujourd'hui, mais depuis la nuit des temps, on a découvert, par exemple, qu'il y a des civilisations entières qui cultivaient en Amazonie et qui cultivaient en fait sur du charbon de bois. Donc, ils fabriquaient des quantités colossales de charbon de bois sur lequel, du coup, ça leur permettait d'avoir des sols exondés, donc au-dessus de l'eau, et dans lequel ils pouvaient avoir des productions vivrières importantes. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est des choses qui disparaissent très vite parce que la dynamique écologique de l'Amazonie est très forte. Mais effectivement, il n'y a plus sur Terre aujourd'hui d'espace, on va dire, pratiquement non anthropisé. Ouais. Donc c'est faux de croire qu'il y a d'un côté le sauvage et de l'autre côté l'homme. Par contre, l'idée que l'homme laisse beaucoup plus de place à la nature dans son expression, ça, oui, c'est vraiment un impératif des temps futurs. Et je reviens donc simplement sur la question d'écologie, qui aujourd'hui s'exprime davantage par des règlements et des interdits, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faut arriver à faire, c'est transformer l'écologie en écologie de projet, c'est-à-dire de faire en sorte que ces contraintes de respect de l'environnement deviennent des éléments pour fabriquer des lieux de vie pour l'homme qui soient des lieux de vie agréables. Et donc ça fait partie des enjeux. Donc dans les enjeux futurs, il y a, j'en ai parlé, donc la question de réconcilier la ville avec sa campagne et l'agriculture avec la ville. Il y a la question de pratiquer le métier autrement et pas forcément qu'en faisant des grands plans à grande échelle sur des ordinateurs et en faisant peut-être beaucoup plus directement avec les populations en place, etc. Il y a la question de faire en sorte que l'écologie devienne un élément positif et non pas négatif en fait, dans les projets d'aménagement, qu'ils soient urbains, ruraux, agricoles. Et puis, il y a la question du réchauffement climatique qui fait que le réchauffement climatique, on va dire les transformations climatiques. Donc, on ne sait pas bien aujourd'hui vers quoi on va aller, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va devoir changer nos modes de vie. On va devoir se passer davantage de la voiture, des transports individuels. On va devoir Internet, c'est formidable, mais c'est aussi un moteur d'individualisme très grand. Donc, vos générations qui sont beaucoup plus jeunes, par exemple, ce qui est très intéressant dans vos générations quand on est enseignant, c'est qu'on s'aperçoit que vous êtes tous en réseau. C'est-à-dire que tous, depuis que vous êtes petits, vous êtes tous avec votre téléphone, machin, tu fais quoi maintenant, t'es où, etc. Et de fait, vous êtes en train de reconstruire une intelligence collective. Elle n'a pas forcément aujourd'hui, elle n'est pas forcément complètement opératoire sur la transformation des territoires, mais il y a toute une série aussi de jeunes qui sont déjà dans ces questions-là, en se posant la question de comment on crée des collectifs, des associations, d'autres façons de vivre. Et pour ça, il va y avoir besoin de talent pour mettre on va dire, en harmonie ces choses-là. Donc, il va falloir un moment, effectivement, dessiner, concevoir, mesurer, prévoir, anticiper. Et donc, ça va être aussi dans les métiers de demain liés au réchauffement climatique et aux nouveaux modes de vie qu'on va devoir mettre en place. On va avoir besoin de ces talents-là. Voilà. Donc, je pense que je n'ai pas sûr d'avoir tellement plus à dire, à moins que tu aies beaucoup de questions encore. Ouais, ouais, je pense qu'on pourra développer sur, ouais, on pourra développer sur certaines choses. Alors, euh, moi, ce que je trouve intéressant, alors je vais te faire un retour à chaud, et puis si tu veux, tu pourras rebondir. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le paysagisme, en fait, c'est extrêmement hybride. Ça va toucher à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, artistique, politique de la ville, comment les gens vivent, comment les gens évoluent par rapport au territoire. Ça, c'est quelque chose que moi-même, dans mon parcours intellectuel, en fait, c'est quelque chose que j'avais pas trop abordé, si tu veux, c'est cette question de
finalement comment le territoire nous forme autant que nous le formons. C'est-à-dire que si on est dans un espace qui nous prédispose à certaines choses, on va peut-être moins s'arrêter, on va peut-être pas moins parler aux gens, on va peut-être. Donc ça c'est quelque chose que je trouve intéressant aussi. Et, et, euh, et moi, je suis intéressé, si tu veux développer aussi sur cette histoire de comment. Alors, parce que moi, au départ, je suis parisien, je suis totalement parisien. Et c'est vrai que je ressens, enfin là où j'étais, en tout cas, je ressentais quand même la scission qu'il peut y avoir entre le monde rural et le monde urbain. Et c'est vrai que je me demande si c'est quelque chose où on peut retrouver un rapport plus organique, symbiotique, quoi, euh, et qui permettent aussi de trouver plus d'épanouissement aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui rêvent tu vois, qui font des travaux dans les sociétés de services ou qui vont travailler beaucoup sur ordinateur et qui rêvent de retrouver un contact avec la terre, qui rêvent de retrouver un contact avec leur environnement et qui se sentent un peu, à mon avis, dépossédés d'une partie d'eux-mêmes quand ils évoluent strictement dans des paysages urbains. En particulier en France, je sais que c'est vrai que c'est quand même. Il y a beaucoup cette distinction entre la ville. Alors moi, j'habite en Amérique du Nord et c'est vrai qu'on. Enfin, bon, il y a beaucoup de problèmes aussi, mais c'est vrai qu'on a moins parfois la sensation de cette forte scission entre la ville et le monde rural. Voilà. C'est un peu. C'est vrai que donc en Amérique du Nord, en fait, les villes ont été faites sur un mode qui est assez intéressant, hein, c'est-à-dire que déjà les villes ont été faites sur la question des réseaux. Donc c'est une question qui a l'air toute bête comme ça, mais enfin, je veux dire, quand on rentre dans un immeuble et qu'on a la lumière, l'eau potable, qu'on peut tirer la chasse d'eau et évacuer nos déchets, qu'on a Internet, qu'on a la télé, qu'on a le gaz, etc., etc. Tout ça, c'est des réseaux. Ces réseaux, en fait, ils se sont installés sous le sol de la ville. Et donc, sous le sol des villes anciennes, c'est assez compliqué. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Il se trouve que les villes américaines ont été pensées en même temps que les réseaux. Donc, par exemple, la plupart du temps, aux États-Unis comme au Canada, on a, quand on a une parcelle qui est construite, on a d'un côté le système de desserte noble, et d'autre côté, on a le système de desserte des réseaux, y compris les poubelles. Donc, en fait, on a des espèces de contre-allées dans les villes. À Vancouver, par exemple, c'est systématique. Et donc, d'un côté, on peut mettre effectivement tout ce qui est réseau, etc. Le jour où il y a besoin d'intervenir sur des réseaux, on vient casser un peu de voirie, un peu de molle. C'est peu cher, ça embête personne. Quand on est dans les villes européennes qui sont des vieilles villes, là c'est plus compliqué parce que tout est sous l'espace public, tout est spécialisé, enfin, dans un espace qui n'est pas spécialisé pour ça. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de contraintes. Donc, ça, c'est juste pour parler de la différence de ce point de vue-là. Mais donc, la question qui t'intéressait, c'était effectivement, je voulais en venir à la question du parallèle entre l'Europe et les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, c'est que moi, ma génération, on avait tous des grands-parents qui étaient, on va dire, pratiquement tous ruraux. Et ces grands-parents qui étaient ruraux, en fait, ils avaient tous, moi par exemple, mes grands-parents étaient dans des petites fermes en Bretagne. D'un côté, j'avais mes grands-parents qui ont eu 6 enfants et qui avaient 6 hectares de terre. Et mes grands-parents, les autres, avaient 7 hectares et ils avaient 7 enfants. Voilà. Donc aujourd'hui, les agriculteurs qui ont 300 hectares, ils n'ont pas pour autant 300 enfants. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous, on a connu en fait ce monde-là, ce monde qui était le monde en fait de la permaculture, c'est-à-dire le monde où on avait une vache ou deux. Il faut savoir par exemple que les vaches au 19e siècle, c'était avec les vaches qu'on labourait la plupart du temps. Ouais. Donc, faut imaginer que le tracteur qui laboure, il fait du lait, d'accord, que ces déchets servent à faire du fumier, donc on le met sur les champs, donc ça amende les champs, que quand il est à l'arrêt, il tond la pelouse, d'accord, que de temps en temps, il refait un autre tracteur, que ce tracteur-là, si on n'a pas besoin, on le mange, et qu'à la fin, on mange le tracteur.
D'accord? Donc, c'est assez difficile de faire mieux en termes de ce qu'on appelle de permaculture. C'est la permaculture, l'idée, c'est de dire qu'on travaille sur un système circulaire où tout déchet est une ressource. Et donc, en fait, nous, on ne pouvait pas inventer la permaculture dans nos civilisations pour une raison simple, c'est que nous, on a vu disparaître ça et que ça nous paraissait être le sens du progrès. Les Américains, eux, ils ont vécu, en fait, ils n'ont jamais vécu ça. Et vous voyez, leurs grands-parents non pas vivre en harmonie, mais plutôt se bagarrer et massacrer les sols, les élaborer des bœufs, enfin, bref. Donc, faire les pires choses possibles. Et donc, ils ont, les Américains et les Australiens, qui sont dans la même culture, de coloniaux, hein, ils ont inventé, en fait, du coup, la permaculture, c'est-à-dire qu'à l'envers, ils ont inventé ce que faisaient nos grands-parents. C'est-à-dire dire, et si finalement les choses étaient beaucoup plus cycliques, et si on réinventait finalement un cycle fermé, donc ça commence à répondre à ta question. Finalement, la question de la permaculture, qui est aujourd'hui un peu au centre de toutes les préoccupations de tous les jeunes qu'on forme en paysage, moins les architectes, mais bon, ça va y venir aussi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la permaculture, en fait, elle peut fonctionner à plusieurs échelles. Donc, ça peut être le jardinage urbain sur une petite butte, dans une parcelle, etc., abandonnée. Souvent, où il y a un collectif qui se monte. Hein, c'est-à-dire que la plupart du temps, les jardins urbains qui se sont créés autour de collectifs, ça a été contre un projet. Moi, j'ai fait des projets, on a laissé la place comme ça pour que les gens puissent les investir. Il y avait des espaces réservés pour l'investissement des gens, il n'y a eu personne. Où Parce ça, qu'en fait, en France? oui, en France, oui. Les gens Il ne y voulaient avait pas faire de culture dans ces espaces. c'est pas qu'ils ne voulaient pas, ça ne les intéressait pas. D'accord. Voilà. Alors que, en réalité, mais ça aussi, c'est en train d'évoluer. Mais ils n'avaient pas envie d'investir des espaces qu'on leur réservait pour qu'ils puissent les investir. Donc, la plupart des collectifs qui se sont constitués aujourd'hui en ville à Paris et qui permettent à des gens de mettre un peu la main à la pâte Ouais. avec la nature, etc., sont des lieux de contre-pouvoir. Le problème qu'on va avoir là maintenant, c'est qu'on va passer de manifestes de contre-pouvoir liés à la permaculture, d'autres modes, etc., à quelque chose qui va être un exercice qui va devenir de plus en plus généralisé. Voilà. Donc ensuite se pose la question d'un thème qui est vraiment complètement galvaudé, qui est la question de l'agriculture urbaine, qui permettrait à tout le monde de venir un peu jardiner sur un toit, etc. Mmh. L'agriculture urbaine, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paris seul, hein, Paris seul, non, pardon, la région, si, Paris seul. Si Paris devait s'alimenter en autonomie, il lui faudrait 300 km, toutes les terres à 300 km autour de Paris. D'accord. D'accord? Donc, l'idée d'aller dire que je vais jardiner 1 hectare de toiture sur Paris, on n'est pas à l'échelle. Donc ça, c'est ce que savent aussi les paysagistes. C'est-à-dire qu'on est dans le réel. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes paysagistes aujourd'hui vont s'installer à la campagne pour imaginer d'autres types de pratiques et notamment créer des jardins démonstratifs, des jardins du goût, etc. Donc, il y a aussi pas mal aujourd'hui, c'est pour ça que je disais que le métier de paysagiste n'est plus seulement un métier qui est un métier, on va dire, intellectuel, il a toujours été un peu manuel. Hein. C'est-à-dire que contrairement aux architectes, il y a beaucoup de paysagistes qui font le paysage parce qu'ils aiment le jardinage. Moi, je connais pratiquement aucun architecte qui a fait architecture parce qu'il aime la maçonnerie. D'accord? Donc, Ah une non, c'est grande... vrai. Ce qui fait que les paysagistes ont une connaissance du vivant, des dynamiques du vivant, de par leur formation et de par la plupart du temps de ce qui les a amenés au métier de paysagiste, qui les ramène à un moment ou une autre à une forme de pratique de la nature autre. Voilà. Donc, c'est une formation qui donne à la fois des outils théoriques et en même temps des outils pratiques. Je vais juste dire aussi une dernière chose sur ce que c'est qu'une école d'application et une école de recherche. Une formation de recherche. Une formation d'application, on pourrait comparer par exemple les beaux-arts et les arts appliqués. Les arts appliqués, on vous apprend à exercer un métier, d'accord, avec une opérationnalité immédiate. Mais du coup, ce faisant, en fait, on oublie dans cette formation le caractère recherche.
et expérimentation et exemplarité. On est dans la réponse à une question qui doit être rapide, immédiate, efficace. Quand on regarde les beaux-arts, en fait, en gros, ce qui se passe avec les beaux-arts, on forme des jeunes artistes, puis ensuite, on leur remonte un petit moteur, un peu comme les souris mécaniques, là, qui va les amener dans la campagne, dans une maison, enfin, voilà, qui va se buter contre les plaintes, machin. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 10 ans, on les voit réémerger. Ou alors, ils ont complètement changé de métier. Mais donc, en fait, c'est des formations qui ont pour but, non pas de fabriquer des gens qui sont dans l'application, mais des gens qui sont dans la recherche d'autres choses, de nouvelles formes de pratique. Et les écoles de paysage, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des formations de ce type-là. Ce n'est pas des BTS horticoles qui vous apprennent à dessiner un jardin privé en 2 heures et ensuite à le réaliser. C'est vraiment des formations qui vous apprennent à réfléchir et à théoriser tout en travaillant sur la pratique opérationnelle sur les enjeux de la transformation de nos territoires pour demain. Voilà. Ouais. Belle conclusion, on continue? Écoute, non, moi, je pense que ça fait quand même pas mal de choses. J'ai envie de te poser des questions peut-être plus sur... Ouais, du coup, tu as tellement abordé de sujet, il faut que je rembobine un peu, mais... Ça c'est le côté enseignant, comme j'ai l'habitude. Ah oui. C'est pas, ouais, bien sûr. Je vois. L'enseignement a un grand mérite, c'est que tu es obligé de savoir ce que tu sais. Ouais. Ça t'oblige à savoir ce que tu sais parce que tu dois l'expliquer. Voilà. Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'avais regardé un peu, même si c'est d'un autre niveau, mais j'avais regardé un peu tes vidéos, enfin les vidéos que tu as sur YouTube. Je pourrais les mettre en lien de celle-là. Et c'est vrai que je t'avoue que c'est peut-être les préjugés français pour le manuel, je sais pas, mais je m'attendais pas en fait à ce que ce soit aussi d'aussi haut niveau intellectuel en fait. Ça, c'est un truc peut-être dont on pourrait parler, c'est effectivement. On est à une réflexion presque philosophique dans un sens large, hein, mais c'est quelque chose ouais, que je m'imaginais pas forcément. Je m'imaginais pas forcément que ça allait aussi loin dans. Mais au bout, on met aussi, Ouais. à la fin, on met aussi des fleurs. Hein. Ouais, c'est ça. Et des arbres. On Ouais. met beaucoup d'arbres et des fleurs. Oui. Écoute, oui. On réfléchit sur l'immobilier, les candélabres, l'éclairage, l'économie d'énergie, l'économie des déplacements, etc. etc. Oui, c'est vraiment c'est un métier, et puis surtout, c'est un métier aujourd'hui qui est complètement ouvert dans sa pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un métier stabilisé. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait faire... c'est pour ça que le parallèle, par exemple, avec l'école des beaux-arts, c'est qu'à la fin, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui vont faire des performances, des gens qui vont être dans l'art pictural, des gens qui vont être dans, je sais pas quoi, l'audiovisuel, des gens qui vont être dans la sculpture, etc. Tout ça, c'est la même formation au départ. Hein. Et, le paysage, c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est à la fois comment dire, des formations où il y a quand même du savoir assez costaud, mais à côté de ça, la pratique aujourd'hui, elle évolue, on va dire, au rythme de l'évolution des demandes de la société. Et on voit que la société, elle évolue très vite. Hein. Ah, c'est ça qui est fou, quoi. Ouais. Il y a un autre truc auquel j'avais pensé quand tu m'as parlé de. Quand tu me parlais tout à l'heure, et ça faisait penser, je ne sais pas si tu connais un peu les films de Jacques Tati, en particulier ce film où il arrive dans un espèce de bâtiment. Le jardin de mon oncle. Le jardin de mon oncle. Alors, le bâtiment plus moderne. Un bâtiment en fait très très moderne, mais où rien n'est fait à échelle humaine. Et c'est absolument hilarant parce qu'il arrive, il pousse des portes, il se retrouve dans des cubes, il prend un ascenseur qui l'amène ailleurs. Enfin, il n'y a rien qui est logique en fait pour un être humain. C'est absolument hilarant, quoi. C'est juste. Okay. Et le jardin de mon oncle, non, je crois que j'avais commencé à le regarder, mais j'ai pas. Non, ben, c'est pas celui-là, ouais, effectivement, ça va être un autre. Ouais. Ok. Voilà, non, c'est juste ça. L'inverse de ce que tu cherches, en fait, je pense. Parce que... en fait, on en est arrivé là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'écoumène,
Si l'art social du paysage, c'est l'art de produire des lieux, on va dire, de plus en plus agréables pour l'homme, eh ben, je pense qu'il vaut mieux pas tomber en panne sur le périphérique de Paris, à l'heure de pointe, même pas à l'heure de pointe d'ailleurs, parce que là, on a un stress alors que c'est un lieu, on ne peut plus aménager pour être, on ne peut plus fonctionnel. Donc en fait, on voit qu'effectivement, on est arrivé aujourd'hui à un niveau, on va dire, de performance fonctionnelle des aménagements qu'on fait, qui fait qu'ils sont tellement monovalents qu'ils sont Ouais. extrêmement fragiles. Voilà, et ils sont à la limite du vivable. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est de retrouver ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, c'est-à-dire et la polyvalence en fait de l'utilisation des lieux, quoi. Voilà. Donc c'est à peu près le contraire, en effet, de ce qui pourrait, l'attitude qui consisterait à dire je prends un problème, je regarde dans tous ces problèmes-là quel est le critère prédominant, ensuite je regarde le critère prédominant et je regarde quel est le plus contraignant dans ce critère prédominant, et à la fin j'ai une solution qui normalement doit rendre compte de la totalité du problème. Bah non, pas du tout, ça ne marche pas. Au contraire, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, on réaménage l'entrée de ville du Havre. Et en réaménageant l'entrée de ville du Havre, les ingénieurs avaient tricoté cette entrée de ville de façon à ce qu'elle soit toujours plus fonctionnelle. Donc, ils avaient créé des mini-souterrains qui passaient sous les carrefours pour que les gens qui allaient directement en centre-ville puissent ne pas passer par les feux au droit des carrefours. Et puis, le problème de ça, c'est que c'était des choses qui sont extrêmement fragiles parce qu'on ne pouvait pas descendre très profondément, donc les plafonds étaient bas, et donc il y avait de plus en plus de gens qui avaient des camping-cars qui allaient visiter le Havre. Et quand on rentre dans un mini souterrain avec un camping-car, bah, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc, il y a le camping-car qui se fait écréter, et ça arrivait pratiquement plusieurs fois par semaine. Donc, on avait fait des choses qui étaient tellement spécifiques et tellement monofonctionnelles qu'on arrivait à des choses qui n'arrivaient plus à digérer, en fait, le niveau de service, qui n'arrivaient plus à avoir le niveau de service pour lequel ils avaient été conçus. Donc, par exemple, on a tout transformé sur ce territoire-là. Voilà. Yes. Écoute, super. Bah, je pense que ça, c'est le parfait moment pour s'arrêter. Okay. Merci. Tu as auditionné beaucoup de gens, là, du coup? J'ai auditionné non, deux, trois personnes. D'accord. Bon. Ouais, Et du coup, tu fais quoi? Une espèce de chaîne YouTube? Tu fais quoi? ouais, c'est ça. Une chaîne YouTube dont la direction est encore un peu floue, mais je pense que ça. Bon. C'est d'arriver par la curiosité avant tout et des différentes expériences de la vie, notamment la vie au travail, à travers ces parcours. D'accord. Bon. Bah, tu m'enverras le lien? Ça marche. Ok. Bah, merci à toi. Bah, bon courage. Merci. À bientôt. Bien. Au revoir.